C'est un peu une tradition après les premiers essais de présence quand ça a été fondé par Claude Samuel, quand il était directeur de la musique. Il y avait les grands noms, genre la génération Berriot, Xenakis, toute cette génération qui est maintenant éteinte complètement, avec la mort de Boulez, qui était le dernier de cette génération à être encore en vie. Donc peu à peu, on est passé vers des thématiques plutôt liées à des pays, étant entendu que ça ne signifie pas grand-chose parce que, d'une certaine manière, beaucoup des compositeurs italiens, puisque c'est l'Italie qui nous occupe, vivent en France ou ont travaillé en France ou travaillent en France. Donc la thématique italienne, elle est très riche depuis, bon, évidemment, il y a eu les grands maîtres Berio, Nono, Maderna, c'est-à-dire une génération de gens qui étaient à la fois des compositeurs, des directeurs d'institutions, des chefs d'orchestre, tout ça. Ici, c'est beaucoup plus varié parce qu'il y a pas mal de compositeurs, je le redis, qui vivent ou qui travaillent en France souvent. Je pense à Francesca Verunelli, je pense à Stefano Gervasoni, Fedele est souvent là aussi, Francesconi est souvent là. D'ailleurs, c'est très simple, comme toutes les élites italiennes, ils parlent français couramment, donc il n'y a pas de problème. C'est l'idée de la fraternité, de la douleur et de l'individu écrasé. Et donc elle, c'est la voix de Mandela impersonnelle, c'est-à-dire qui passe à travers le corps de n'importe quel être humain, n'importe de quelle couleur, exploité, écrasé, violé. Et donc, je voulais pas, j'ai décidé de ne pas utiliser un baryton, par exemple, parce que sinon la connexion avec Mandela, c'était plus banal. Donc, c'est une femme avec un corps qui souffre. This piece, written by Luca Francesconi, is based on the speeches of Nelson Mandela. Actually, most of it, from what I've read, is based on the speech he gave when he came from prison, his first speech. Et donc, c'est à partir de ce corps qui fait du bruit, et qui dérive, c'est drôle, c'est assez intéressant de savoir, ça dérive de la langue de Mandela, qui c'est la langue Xhosa, qui c'est la même de la chanteuse qu'on a la fortune d'avoir, qui vient d'Afrique du Sud. Elle est de la même ethnie de Mandela, donc elle parle, normal, sa langue à elle, c'est le Xhosa. The piece is in Xhosa, which is my mother tongue, which happens to be also Nelson Mandela's first language. And it's also in English, which is also one of the 11 official languages of South Africa. Et ça devient une espèce de micro-histoire de Mandela à travers les batailles qu'il a fait, même en prison. It's a very political piece, and it encompasses lots of expressions. So there's the speaking, and there's the singing, where you go so low and then you sing so high. It's very colorful. It's quite straightforward, honestly, how you can interpret it. But I mean, we did speak about a few things, especially in the beginning, where you're speaking, where you have to be soft, whispering, and how you can bring it to life. Donc on parle véritablement d'un polyrythme africain que j'ai inventé, qui utilise le son de la langue Xhosa, et puis il parle à travers le corps du cœur de la captivité, des années de prison et de l'espoir qui commence à sortir. Et finalement, lui, il est libéré et c'est des moments de joie, des moments extrêmement puissants et engageants et très, très, très vital et très, très direct même. Le chœur chante par un mot, plutôt en anglais. Ils font des onomatopées aussi.
dans l'autre langue, dans la langue de Nelson Mandela. Le texte est fragmenté. Il y a des extraits de texte de son procès, de son journal, des choses qui ont été dites dans la presse. Et il faut toujours mettre ça dans son contexte. Et c'est pas difficile à faire parce que c'est quand même une histoire extrêmement forte et très récente. Donc ça résonne tout de suite chez les chanteurs. Et à la fin, incroyablement, il gagne. Donc il est élu, il devient président, mais on revient un petit peu à la toute fin, on revient à l'idée que la guerre n'est pas gagnée, que rien n'est gagné jamais. C'est un excellent compositeur, un excellent musicien et qui est très instinctif dans son écriture. Donc nos échanges ont été très, comment dire, très concrets, très pratiques, parce qu'il vient vraiment d'une dimension où il comprend l'instant même quand sa musique est jouée. C'est pas quelqu'un qui reste dans sa tête enfermé dans l'écriture, mais il a vraiment quelque chose de très physique par rapport au rendu sonore de sa pièce. La pièce de la maîtrise sera une pièce, donc Poppy in the Cloud de Fausto Romitelli. C'est sur un poème de Emily Dickinson. Donc déjà, il y a quand même un poème en anglais pour les enfants de la maîtrise à défendre. Et là-dessus, c'est un poème qui est reflété dans la musique par sa recherche de couleurs, par sa recherche d'ambiance, d'effets. Alors, qui est Romitelli? C'est un compositeur qui est mort très tôt, qui était un des plus brillants espoirs de la musique italienne, qu'on retrouve également dans le concert de Maxime Pascal à la fin. C'est un homme qui est mort à 40 ans et il avait, ce qui est courant chez les plus jeunes, à la fois la pratique de la musique classique, l'écriture, le contrepoint, tout ça, et aussi les techniques de la musique que j'appelle de manière un petit peu stupide, mais j'ai pas trouvé mieux, la musique pour les jeunes, c'est-à-dire la musique hardcore ou tout ce qu'on veut de ce genre. Il connaissait les deux. Et ça, dans cette génération, maintenant c'est assez fréquent qu'ils connaissent tout ça. Mais dans la génération précédente, pas encore tout à fait. On est aussi dans l'émotion, on est aussi dans quelque chose de ressenti. On a le droit de ressentir des choses dans cette pièce, donc c'est quelque chose qui est très intéressant dans l'approche. Mais pour la maîtrise, il y a quand même une compréhension déjà du texte, parce qu'il n'est absolument pas simple d'aborder, donc il a fallu quand même faire une analyse commune avec les enfants de la maîtrise. C'est une pièce différente pour moi aussi par rapport aux autres, parce que je voulais vraiment pour la première fois intégrer d'autres éléments, dont une dramaturgie symbolique. Je voulais aussi repenser un peu la forme, la présentation du spectacle au public. Et j'ai profité de beaucoup de moyens technologiques parce que je suis intéressée par la technologie et l'interaction possible entre instruments et traitements électroniques. J'ai profité de certains moyens pour essayer de proposer un spectacle, on peut dire, au public où, de quelque façon, j'essaye d'une façon métaphorique, symbolique, de raconter un parcours. Il y a des intervalles, des trucs qui reviennent. La chose importante pour moi, c'était la possibilité aussi de pouvoir intégrer un système d'écran où les partitions sont affichées et l'ordinateur aussi contrôle tous les tours de page. Ça donne aussi de l'autonomie sur scène pour les musiciens parce que je voulais garder une dimension chambriste dans le sens aussi classique, même dans un langage, dans une densité qui est très complexe. Je ne crois pas qu'il existe une école, ça n'a jamais existé dans l'histoire de la musique. Il y a des gens qui sont contemporains d'autres gens et qui se rendent compte sur un certain nombre de choses. Sûrement, il y a un côté séduction.
et séductif du son, séductif de la forme, séductif de... Et finalement, ma réponse était, pour moi, c'est que je me suis aperçu que je pense en ligne. Et donc j'ai toujours, même c'est très banal de dire que la musique italienne c'est mélodique, non? C'est la ligne mélodique de Verdi ou de Rossini. Mais c'est le pensée même qui est, il a une espèce de forme linéaire, que je dis penser en ligne, j'appelle ça comme ça. Je pense qu'il y a une école de l'écriture italienne dans le sens que moi personnellement, je viens d'un parcours où j'étudiais beaucoup la composition traditionnelle. Donc déjà par rapport à ça, en Italie, il y a une école importante qui forme pendant beaucoup des années d'études au conservatoire et à l'académie. Donc il y a une grande tradition dans ce sens-là, qui après j'ai découvert aussi être fort dans la musique contemporaine. Mais moi, par exemple, j'ai pu approfondir la musique contemporaine aussi à travers un travail plutôt autodidacte. Évidemment, je peux utiliser toute la palette des possibilités qui est énorme aujourd'hui, ça c'est une des richesses d'aujourd'hui. Et donc, je dois faire quand même des efforts si je veux une écriture plutôt explosée, plutôt stochastique, et je peux bien la faire. Mais si je dois suivre mon âme, probablement c'est une écriture par ligne. Avec grande surprise, j'ai vu qu'après, les Italiennes à l'étranger ramenaient leurs bagages chacun de façon différente. Et donc, je pense qu'entre guillemets, on peut dire qu'il y a une école italienne qui travaille et produit beaucoup à l'étranger. Et aussi parce qu'en Italie, il y a parfois des difficultés, il n'y a pas de possibilités fréquentes de pouvoir présenter son travail ou de pouvoir avoir des projets aussi expérimentaux et d'un certain type. On a besoin de gagner encore le corps et l'aspect physique, l'aspect rythmique, bien en savant qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'est la richesse de la musique contemporaine, soi-disant contemporaine, mais la dépasser, moi je le fais depuis longtemps, et on a la chance de le faire à un niveau très haut, c'est-à-dire en gardant l'héritage incroyable que cette génération avant nous à nous laisser, et de ne pas justement jeter l'enfant avec l'eau de bain, mais garder ça, que c'est une puissance créative. Pour savoir ce qui est commun, c'est qu'au fond, tous ces compositeurs, les plus âgés étant naturellement Fedele et Francesconi, qui sont un peu les deux mâles dominants, je dirais, de cette Italie, puisqu'ils ont au fond ils ont les mêmes fonctions, ou ils auront les mêmes fonctions. Donc c'est un peu une balance entre ces deux-là. Et puis pour le reste, eh bien, il y a tous ces gens qui ont travaillé, peut-être que c'est ça qui caractérise une génération, qui ont travaillé avec les moyens modernes, avec l'IRCAM en particulier. Il y a un concert de l'IRCAM. Et puis on a fait aussi un petit coucou aux vieux maîtres, il y a un peu de Nono, il y a un peu de Berio, donc il y a un petit coucou aux vieux maîtres, mais si vous voulez, c'est juste dire comme ils ont été importants. Par exemple, Francesconi ne serait pas ce qu'il est sans avoir travaillé avec Luciano Berio. Avec présence pour nos publics, c'est vrai que toutes nos forces musicales de Radio France sont réunies et dans des lieux divers. Donc on peut à la fois venir au Studio 104, à l'Auditorium. Il y a le chœur, la maîtrise, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France. Il y a les musiciens aussi qui jouent des musiques de chambre. Il y a des ensembles également extérieurs invités. Il n'y a pas des écoles, mais il y a des familles, des descendances, des familiarités. C'est assez compliqué comme paysage parce que le paysage est franchement européen. Et tous ces musiciens qui sont ici ou qui travaillent ici, ils sont aussi en Allemagne, ils sont aussi en Grande-Bretagne. C'est vraiment très européen maintenant. Je pense pour le festivalier, ce qui est l'originalité de présence, c'est qu'on peut y aller sans absolument connaître du tout ce qu'on va entendre. C'est un festival de découverte, un festival où on peut s'interroger si on a aimé ou pas les pièces et c'est très intéressant de ne pas y aller nécessairement juste pour un divertissement, mais d'y aller aussi
pour se divertir, mais aussi pour s'informer, pour apprendre des choses, pour découvrir, pour réagir. Et pour cela, il me semble que Présence contient une ambiance tout à fait unique.